Salut à tous, nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kainer est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci pour l'invitation, Nima. C'est toujours un plaisir de te rejoindre et je salue chaleureusement tout le monde. Permets-moi de commencer, Alex, par l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. L'objectif principal, semble-t-il, était que dans les premières heures, ou du moins dans les 2 premiers jours, il parlait d'y mettre fin rapidement, de frapper l'Iran et d'obtenir un résultat immédiat. Il s'agissait d'un changement de régime en Iran qui a commencé par l'assassinat du guide suprême iranien. Par la suite, nous avons vu qu'ils avaient également assassiné des écolières et d'autres personnes à divers endroits. Mais la principale cible, le principal objectif, était le guide suprême de l'Iran ainsi que ses commandants. Ensuite, l'Iran a commencé à réagir, à viser, à attaquer, à riposter. Tout cela se déroulait dans le Golfe Persique, en lien avec Israël. L'Iran a commencé à frapper des bases américaines au Moyen-Orient. Et maintenant, d'après ce que nous observons, nous sommes dans un processus d'escalade. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la guerre oppose l'Iran à l'OTAN, conjointement avec Israël. Vas-y, quelle est ta compréhension de la situation? À mon avis, c'est un tournant des événements très tragiques. Je pense que, même aussi récemment que la dernière fois que nous avons parlé, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas de guerre, que les États-Unis n'attaqueraient pas. L'une des raisons pour lesquelles j'en étais si sûr, c'est que toute cette affaire est tellement stupide, tellement incroyablement idiote, que je pensais que personne ne pouvait être aussi bête. Il ne le ferait tout simplement pas. Pourquoi? Parce que je pense que l'Iran a tellement d'avantages sur les États-Unis que toute chance de victoire pour les États-Unis est presque nulle. Les États-Unis ne sont pas dans leur propre pays. L'Iran, si. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas ces problèmes. Tu veux dire l'Iran? Oui, l'Iran. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit les États-Unis. Ils sont chez eux, sur leur propre base. Ils se préparent à cela depuis plus de 20 ans. Ils savaient que cette attaque allait avoir lieu. Ils peuvent avoir certaines faiblesses, mais ils possèdent de la résilience et le contrôle de leur chaîne logistique et de commandement. Ils n'ont pas à transporter des fournitures sur des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres. Ils ne manquent pas de missiles, de drones, de bombes, de tout ce dont ils ont besoin. Et ils peuvent mener une longue guerre d'usure. Les États-Unis, eux, ne le peuvent pas. Cela leur coûte énormément. Ils sont en train de se désarmer de fait, obligés de puiser dans leur stock ailleurs. Ils ont même dû suspendre toute aide à l'Ukraine. En somme, il existe de grandes faiblesses et une fragilité dans l'ensemble de la structure des États-Unis. Même au début des années 1990, les hauts gradés du Pentagone étaient très conscients de cette faiblesse. Ils ont publié un document, j'ai oublié le titre exact, mais je crois qu'il est sorti en 1991, peut-être qu'il y en a eu plusieurs. En gros, ce qu'ils disaient, c'est que l'hégémonie américaine en Asie occidentale reposait sur 2 facteurs principaux. Le premier étaient leurs alliances, principalement Israël, mais aussi des alliés comme la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et ainsi de suite, qu'ils pouvaient toujours, d'une certaine manière, contraindre à faire la guerre en leur nom. Le second était la projection de puissance, c'est-à-dire nous n'avons pas vraiment la puissance, nous la projetons de façon à intimider quiconque sortirait du rang. Nous faisons venir ces groupes aéronavals, nous commençons à larguer des bombes, et quiconque est visé, nous le forçons à se soumettre. Mais l'avertissement était que tout cela pouvait changer, car la projection de puissance existait, mais la véritable puissance, non. Et alors,
les alliances pourraient être déchirées à l'avenir. Cette situation n'a pas changé. Elle s'est simplement déplacée davantage en faveur de l'axe de la résistance. Et il faut se rappeler que Donald Trump avait déjà déployé la puissance américaine, comme on ne l'avait jamais vu auparavant, contre le Yémen il y a environ 1 an, en mars 2025. Ils ont commencé à bombarder, mais n'ont rien pu accomplir. Et à la fin, ils ont dû en quelque sorte demander une trêve à Ansar Allah. Et il faut aussi se souvenir qu'une puissance bien plus grande s'est exercée sur l'Afghanistan. Cela ne s'est pas bien passé non plus. Et ni le Yémen, ni l'Afghanistan ne sont l'Iran. L'Iran est un ennemi bien plus grand, bien plus fort, bien mieux préparé, prêt à endurer la douleur et à mener la guerre sur le long terme si nécessaire. Et je pense que la direction iranienne, si je comprends bien, et je dois être un peu prudent à ce sujet, car il y a tellement d'opérations psychologiques, il est difficile de savoir ce qui est réel, ce qui relève de la manipulation, ce qu'il faut croire ou non. Mais il me semble que la direction iranienne a désormais adopté une position ferme, plus de négociations, et la guerre continue jusqu'à la destruction complète de l'État d'Israël. En même temps, la manière dont Trump a abordé cette situation a été tragique, dans le sens où les États-Unis ne peuvent pas s'en dégager. Jusqu'à il y a quelques jours, il semblait qu'il essayait d'éviter de s'enliser dans cette guerre. Et je me disais que, dans les derniers jours avant le samedi 28 février, on pouvait sentir que quelque chose allait se passer. Mais je pensais qu'il y aurait peut-être un peu de guerre symbolique, puis que Trump laisserait les choses se régler entre l'Iran et Israël. Mais ils sont maintenant tellement impliqués. Je pense que le ciblage d'une école de filles et le meurtre de 170 petites filles, de 20 joueuses de volleyball, ainsi que l'assassinat du grand ayatollah Ali Khamenei, ont été des erreurs absolument catastrophiques. Cela signifie désormais que Trump en porte l'entière responsabilité. Même avec l'assassinat du général Soleimani, c'était une erreur qu'on pouvait encore surmonter. Vous pourriez encore jouer la carte de la diplomatie, arranger les choses et rétablir, disons, une relation de coopération avec l'Iran. Après cela, ça va devenir presque impossible. À mon sens, la raison pour laquelle c'est tragique, non seulement pour l'Iran, mais pour tout le monde, pour l'humanité, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, en janvier, Trump et sa délégation sont venus à Davos et ont fait une déclaration très claire et catégorique. La mondialisation échoue. Nous en avons fini avec cela. Nous voulons adopter un autre modèle. Nous voulons adopter une intégration multipolaire. Nous voulons nous concentrer sur le développement intérieur et sur le système hamiltonien américain d'économie politique. Puis, ils sont allés à la conférence de sécurité de Munich après cela et ont réitéré le même message. Et cela, à mon sens, est la décision la plus importante de toutes, la déclaration de guerre la plus significative contre les mondialistes. Et si l'on prend cette direction, alors les partenariats logiques à cultiver seraient avec la Chine, avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, qui est la puissance régionale dominante en Asie occidentale. Ce qui s'est passé entre la conférence sur la sécurité de Munich et le 28 février, je ne le comprends tout simplement pas. Mais le fait que Trump ait appuyé sur la gâchette signifie qu'il en porte la responsabilité. Et maintenant, du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans une alliance, qu'on la dise ouverte ou secrète, peu importe. Mais en pratique, il s'est retrouvé allié avec la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, Israël et Al-Qaïda. Al-Qaïda. Le peuple américain n'a jamais demandé cela. Le peuple américain a explicitement voté contre cela. Il voulait autre chose, et Trump avait promis autre chose. Et maintenant,
Il est complètement enlisé dans une guerre dont il a perdu le contrôle dès le premier jour. Je dois ajouter ceci, car cela me laisse vraiment perplexe. Lors d'une de ses dernières conférences de presse, ou peut-être d'une déclaration publique, on lui a demandé « Eh bien, maintenant que nous avons tué Qassem Soleimani, qui voudriez-vous pour le remplacer ?» Et il a répondu « Eh bien, la plupart des personnes que nous envisagions comme remplaçants sont maintenant mortes. Et puis nous avons pensé à d'autres, mais eux aussi sont morts. » And then we thought of some others, but they're dead too. And pretty much everybody's going to be dead, and we're not going to know anybody there. Et à peu près tout le monde sera mort, et nous ne connaîtrons personne là-bas. Est-ce que cela ressemble à une déclaration de quelqu'un qui maîtrise la situation? Tu veux dire que tu parlais à des gens que tu voulais voir devenir ta Delcy Rodriguez, n'est-ce pas? Tu voulais qu'ils prennent le relais, mais ils ont fini par mourir. Je ne sais pas comment expliquer cela, Nima, mais il me semble que soit cette guerre est une grande tromperie, soit tout ce qui l'a précédé en était une, soit Trump a complètement perdu le contrôle de son administration, ou si ce n'est pas de son administration, de sa machine militaire. Et si c'est le cas, alors qui est aux commandes? Est-ce Benjamin Netanyahou? C'est une évolution très, très, très inquiétante. It's very, very, very troubling development. Yeah. Alex, one of the main points right now Oui. in this war is this Strait of Alex, Hormuz. l'un des points essentiels en ce moment dans cette guerre, c'est le détroit d'Ormuz. Nous savons que l'Iran a décidé de fermer le détroit d'Ormuz, et actuellement, on ne voit pas beaucoup de pétroliers le traverser. Comment cela va-t-il influencer l'ensemble du concept de la guerre contre l'Iran? Parce que, comme vous l'avez mentionné, et comme nous le voyons d'après les responsables iraniens, c'est une guerre longue, une guerre d'usure. Elle ne durera pas 2 ou 3 semaines. Elle sera bien plus longue que cela. Et comment voyez-vous la situation du détroit d'Ormuz? Je dirais que le Bab el-Mandeb, en mer Rouge, sera bientôt dans la même situation. Comment cela va-t-il affecter tous ces pays qui dépendent de ces 2 routes ou passages stratégiques importants? Pathways or Well, about a fifth of crude oil flows from the Eh bien, environ un cinquième du pétrole brut mondial transite depuis le golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en gaz naturel provient du Qatar, qui est complètement à l'arrêt en ce moment. Et je pense qu'environ 90% de tout le commerce passant par la mer Rouge est destiné à l'Europe. Donc si cela est interrompu, les conséquences pourraient être cataclysmiques. Ce n'est pas seulement cela. Beaucoup de ces États du Golfe se sont développés bien au-delà de ce que leur environnement naturel peut supporter, et ils sont devenus totalement dépendants des importations alimentaires. On pourrait donc réellement voir apparaître des pénuries alimentaires dans des endroits comme les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, Oman, le Yémen, et ainsi de suite. Peut-être un peu moins au Yémen. Mais tous ces Émirats tournés vers l'Occident sont dans une situation extrêmement critique. are in a colossal world of trouble. Iran has certain problems as well. L'Iran connaît certains problèmes d'approvisionnement en eau. Et nous voyons maintenant que les Américains et les Israéliens s'en prennent aux infrastructures hydrauliques. Il va donc être extrêmement difficile pour les habitants de cette région, ce qui, encore une fois, était facile à prévoir. C'était évident. Si vous êtes à la tête de l'administration présidentielle de l'un des pays les plus puissants du monde, que vous disposez de 17 agences de renseignement, de plus de 20 bases militaires sur le terrain, de stations de la CIA, d'ambassades, et ainsi de suite, comment auriez-vous pu ne pas le savoir? Comment auriez-vous pu ne pas comprendre les risques que vous preniez? Et pourquoi? Je me demande vraiment quel en était le but. And for what? I have to ask myself, what was the point? Even if they succeeded to pull off Venezuela. Même s'ils avaient réussi à faire un coup comme au Venezuela. Vous savez, on élimine le dirigeant qu'on n'aime pas et on le remplace par quelqu'un qu'on apprécie. Qu'aurait-il vraiment gagné? C'était un pari, mais un pari qui va coûter très cher aux populations de la région, en vies perdues et en économie détruite.
Et cela va aussi coûter à tout le monde, parce que, vous savez, les prix de l'énergie en Europe ont déjà explosé. Je crois que dimanche, donc il y a quoi, 4 jours, je suis allé à la station-service. J'ai payé, je crois, 1,75 € pour un plein de diesel. Maintenant, c'est déjà plus de 2 €. Et vous savez, l'Europe est censée être ce grand endroit prospère, faisant partie du soi-disant milliard doré du monde. Mais la plupart des gens ordinaires souffrent. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Selon Eurostat, plus de 35% des ménages européens ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Et dans certains pays, c'est bien plus élevé que cela, jusqu'à 2/3 des ménages. Et maintenant, on augmente leur prix du gaz de presque 20%. Ce n'est pas fini de grimper. Cela va monter bien plus haut. Rappelez-vous, c'était en 2021 ou 2022 que le prix du pétrole avait déjà dépassé les 120 $ le baril. Nous en sommes à environ 83 ou 84 $ aujourd'hui. Ce n'est que le début. Les conséquences économiques vont être désastreuses. Enfin, heureusement pour l'Iran, mais malheureusement pour les économies européennes. Vladimir Poutine a déclaré hier que oui, peut-être qu'il faudrait simplement arrêter complètement de fournir du gaz naturel à nos clients européens. Vous savez, ils nous ont imposé des sanctions. Ils ont dit qu'ils cesseraient complètement d'importer de l'énergie de Russie d'ici 2027. Quoi qu'il en soit, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à développer le commerce avec d'autres clients, dont la Russie ne manque pas? Les importations de GNL américains sont extrêmement coûteuses et elles vont devenir encore bien plus chères maintenant. Au Qatar, les approvisionnements se sont effondrés. L'Ukraine a attaqué les livraisons de gaz transitant par son territoire vers, vous savez, l'Europe de l'Est. Ainsi, l'Europe se retrouve dans une sorte de tempête parfaite de problèmes énergétiques, qui s'ajoute au fait qu'elle a supprimé les centrales au charbon, les centrales nucléaires, et ainsi de suite. Je ne sais pas où tout cela nous mène, Nima, mais il me semble que nous sommes dirigés par des imbéciles absolus, et que le délitement de l'Europe va ressembler à celui de l'Allemagne de Weimar en 1922 ou 1923. Ce qui signifie que cela pourrait être le genre de crise économique qui coûte des dizaines de millions de vies. La Grande-Bretagne, 40% des foyers britanniques dépendent du gaz naturel en provenance du Qatar. Ils ont déjà du mal à chauffer leur maison. Et maintenant, 40% de cette ressource disparaît du marché. C'est cataclysmique. Je ne sais même pas comment le quantifier, Nima, mais il me semble que nous nous dirigeons vers une sorte de catastrophe humanitaire pour les Européens privilégiés. Alex, je pense que l'un des points essentiels en ce moment, alors que l'escalade se poursuit, concerne la question de l'eau, comme tu l'as mentionné. L'Iran n'utilise pas le dessalement, mais nous savons que tous ces États arabes, ainsi qu'Israël, utilisent des systèmes de dessalement. Cela pourrait constituer une énorme vulnérabilité de leur part, car si l'Iran commençait à attaquer, par exemple, ces villes ou les installations de dessalement, cela pourrait entraîner beaucoup de souffrance pour la population. Comment vois-tu cette escalade atteindre éventuellement un niveau où l'on pourrait dire qu'une véritable catastrophe s'est produite au Moyen-Orient? Nima, c'est encore pire que ça, parce que je pense que les Iraniens ont frappé une grande usine de dessalement en Israël dès le premier jour. Je ne pense pas qu'ils le feront, c'est pas dans leur intérêt, contre des usines de dessalement dans d'autres pays arabes. Dans des pays arabes. Mais Israël a un intérêt à frapper des usines de dessalement dans des pays arabes. De fausses attaques pour en accuser l'Iran et rallier tout le monde dans une alliance. Une coalition
pour s'unir et faire la guerre à l'Iran. Sachant à quel point la direction à Jérusalem et à Tel Aviv est totalement sans scrupules et fanatique, je pense que cela va arriver. Je pense qu'ils le feront probablement. Et je dois dire que je suis presque un peu bouleversé que Trump ait fait cela. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais quelle qu'en soit la raison, c'est désormais sa responsabilité. Et cela pourrait bien être l'erreur fatale pour tout le reste qu'il essayait d'accomplir. It may be the fatal blunder for everything else he's been trying to accomplish. Yeah. But Alex, you see today's Israel. Do you think that Netanyahu Alex, quand tu regardes Israël aujourd'hui, penses-tu que Netanyahou était vraiment aussi puissant, au point de pouvoir exercer autant de pression sur Donald Trump? Je vois la classe des donateurs aux États-Unis comme la principale source de ce problème. Comme la famille Adelson. Tu sais, ils ont soutenu Rubio, le secrétaire d'État, ou plutôt le candidat qui a été en quelque sorte récupéré par la famille Adelson, puis placé dans l'administration Trump. Et Donald Trump lui-même. On ne voit plus vraiment le même Donald Trump. Même J.D. Vance, je ne le reconnais plus maintenant. Ces gens ont changé. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de radical dans leur esprit. Je ne sais pas ce que c'était, ni ce qui se passe avec eux. Parce que juste hier, Pete Hegseth a déclaré « Nous gagnons, nous faisons ceci ». Et je ne comprends tout simplement pas comment on peut expliquer cela. How can we explain that? Malheureusement, j'ai écouté le discours de Pete Hegseth, et c'est tout simplement consternant. Du barbarisme primitif, en somme, c'est à cela que ça revient. Il n'y a aucune stature d'homme d'État là-dedans, aucune responsabilité dans les propos. C'est complètement choquant. Je ne comprends même pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Nima, mais quelque chose s'est produit. Ce n'est pas une question de Trump, c'est une question de système, tu sais, car le fait empirique est qu'entre 1946 et aujourd'hui, les États-Unis ont initié plus de 80% de toutes les guerres menées dans le monde. Et je crois que le nombre total de ces guerres dépasse 240. 80% de ces guerres ont été déclenchées par les États-Unis. Alors vous savez, on peut se demander, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi un seul pays au monde, a-t-il déclenché 80% de toutes les guerres dans le monde? On pourrait penser que le peuple américain est extrêmement belliqueux, qu'il veut la guerre. Mais c'est exactement le contraire. Les Américains votent toujours pour des candidats qui leur promettent la fin des guerres. Même George W. Bush avait promis une politique étrangère modeste. Plus de construction de nations, des choses comme ça. Et puis, boum, les attentats du 11 septembre arrivent et tout change. Alors le fait est que, vous savez, Trump, trompait-il le public quand il disait « Plus de guerre, je vous promets que nous n'irons pas en guerre ». Je ne suis pas enclin à penser cela. Je crois que lorsqu'il promettait qu'il n'y aurait pas de guerre, il était sincère. Mais il semble que le système soit tellement puissant, tellement enraciné et tellement impitoyable que peu importe ce que vous voulez. Vous savez, dans les dossiers Epstein, il y avait cet échange entre Epstein et, je ne me souviens plus exactement qui, mais il disait en substance, pas avec ces mots précis, que si nous acculons Trump comme un rat, il ira attaquer l'Iran pour nous. Et nous nous souvenons aussi que John F. Kennedy avait été poussé à faire la guerre contre le Vietnam. John F. Kennedy was pressured to go to war against Vietnam. He resisted, but he ended up dead. Il a résisté, mais il a fini par mourir. Et ainsi, chaque président arrive en promettant plus de guerre. Les gens votent pour eux parce qu'ils ne veulent pas de guerre. Mais au final, ils ont des guerres à chaque fois, pratiquement sans interruption. C'est donc le système lui-même qui est en quelque sorte programmé pour mobiliser la puissance militaire du pays en vue de la guerre. L'origine de ce phénomène est plus complexe à comprendre, mais il est évident que les donateurs y jouent un grand rôle.
Je crois aussi fermement que le système bancaire y est pour beaucoup, car ce sont les seuls à en tirer profit, quoi qu'il arrive. Ils financent généralement les deux camps. Et ensuite, quand les guerres sont terminées, ils s'emparent des richesses naturelles des pays qu'ils ont conquis. Et cette richesse naturelle devient immédiatement des actifs générateurs de profits inscrits au bilan de ces banques, ce qui signifie qu'elles transforment la richesse en ressources naturelles et le travail d'autres nations en leur propre richesse. Comme ça, par une simple écriture comptable. C'est juste que l'armée doit se charger des combats pour éliminer l'opposition politique et installer partout des gouvernements vassaux dociles. Donc, malheureusement, c'est ainsi que fonctionne la grande machine. Je dois dire que j'étais très optimiste à l'idée que l'administration Trump marquerait un changement de cap dans cette politique, qu'il développerait de bonnes relations avec la Russie et la Chine, et qu'avec ses forces unies, il serait capable d'affronter l'Empire et de le vaincre enfin. Et cela en avait tout l'air, surtout l'été dernier en Alaska. Cela semblait même être le cas à Davos, en janvier dernier, et à la conférence sur la sécurité de Munich. Et puis, il y a 6 jours, tout a complètement changé. Et maintenant, même tu sais, parfois je ne suis pas sûr de ce qu'il faut croire, ni de ce qui relève de la guerre psychologique. Mais je prête aussi attention aux déclarations des hauts responsables russes. Et on peut voir que c'est différent. Avant, ils exprimaient une légère désapprobation des décisions politiques de Trump, mais sans déclaration vraiment forte. Maintenant, ils disent « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour défendre l'Iran et contrer l'agression américano-israélienne. » Et c'était Sergueï Lavrov. Ce n'était pas un responsable marginal. C'était Sergueï Lavrov, qui ne dirait jamais quelque chose de ce genre sans en avoir parlé au président Poutine. Cela signifie donc que l'esprit de l'Alaska est terminé, c'est fini, probablement de manière irréversible, et que les deux superpuissances de ce monde sont désormais sur une trajectoire de collision, potentiellement. Alex, l'une des principales questions en ce moment aux États-Unis est « Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé ?» Ils n'arrêtent pas de poser la question. Tu sais, ils ont essayé de la poser à Marco Rubio, à Donald Trump lui-même, à J.D. Vance. Parce que la réalité de la guerre, c'est que jusqu'à présent, les États-Unis ont déclaré avoir perdu 6 soldats. Mais si l'on regarde, par exemple, ce qu'a dit le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, c'est 500. Tu vois, l'écart entre les deux est tout simplement stupéfiant. Et puis, on voit les services de renseignement turcs, les Turcs, annoncer qu'il y aurait entre 800 et 200 victimes du côté américain. Et on constate qu'il y a un énorme écart. Je dirais que je pencherais pour la version turque. Rencontrons-nous à mi-chemin. Mais voici la question principale. Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé? Vous dites que nous sommes déconcertés par l'attitude de Donald Trump, parce qu'il dit. Mais même vous ne voyez pas ce degré de certitude dans ce que dit Marco Rubio, en ce qui concerne la raison principale de cette guerre. Voici ce qu'a déclaré Marco Rubio. Allait être une action israélienne. Nous savions que cela provoquerait une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions davantage de pertes et peut-être même plus de morts. Et alors nous serions tous ici à répondre à des questions sur le fait que nous le savions et que nous n'avons pas agi. Tu nous as dit que Israël allait frapper l'Iran et que c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'implique. Aujourd'hui, le président a dit que l'Iran allait... Ouais, ta déclaration est fausse. Ce n'est pas ce que... On m'a posé une question très précise. Étiez-vous là hier? Oui, j'ai posé une question.
Non. Est-ce que c'est vous qui, parce que quelqu'un m'a posé une question hier, sommes-nous intervenus à cause d'Israël? Et j'ai dit, vous m'avez posé cette question, vous avez relancé, et j'ai répondu non. Je vous ai dit que cela devait de toute façon se produire. Le président a pris une décision, et cette décision était que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière son programme de missiles balistiques, que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière sa capacité à mener ses attaques. Cette décision avait été prise. Le président a décidé de détruire systématiquement cette capacité terroriste qu'il possédait, et nous avons exécuté cette décision. J'ai été très clair dans ma réponse. Il change simplement son argument. Il a dit qu'Israël allait attaquer l'Iran. C'est pour cela que nous avons lancé l'attaque, pour empêcher l'Iran d'attaquer Israël, ou quelque chose comme ça. Puis il a dit non. La décision avait été prise à Washington que nous allions attaquer. Ce n'est pas pour Israël. Ce sont les États-Unis qui ont décidé d'attaquer l'Iran. Oui, on dirait que leur justification change de jour en jour, selon à qui tu demandes. Si tu écoutes Trump, c'est une chose, et le même jour, si tu écoutes Rubio, c'en est une autre. Puis Hegseth dit quelque chose de complètement différent. Tu vois, c'est l'Armageddon, c'est une croisade, c'est une attaque préventive. Parce que tu sais, si tu soupçonnes que quelqu'un va te tuer, bien sûr, tu le tues d'abord. Tu sais, c'est le fais-leur avant qu'il ne te le fasse. Je pense que ce sont nos valeurs, apparemment, dans l'empire du mensonge. Ensuite, c'est le programme nucléaire, puis le programme de missiles balistiques. Vous savez, la liste des justifications n'a pas de fin. Selon ce qui les arrange tel ou tel jour, dans la mesure où ils coordonnent leur discours, ils disent une chose, puis changent d'avis, et en disent d'une autre. De toute évidence, d'une manière ou d'une autre, l'administration a été contrainte de faire ce geste. Et je pense qu'ils ont été forcés sur la base d'un mensonge, qu'il s'agirait d'une opération rapide et réussie, que nous décapiterions l'État, lancerions une attaque de décapitation, que le peuple se soulèverait, prendrait le pouvoir, que nous installerions, vous savez, Delcy Rodriguez ou quelqu'un d'autre, prêt à coopérer avec nous, et que nous proclamerions la victoire. Et voilà, je gagne les élections de mi-mandat. Mais tout cela était un mensonge. De toute évidence, l'Iran n'est pas le Venezuela, l'Iran n'est pas le Yémen, l'Iran n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Afghanistan. L'Iran a été, pendant des millénaires, le cimetière des empires. Il faut savoir dans quoi on s'engage. Et puis, tu sais, beaucoup de ces choses, Nima, étaient déjà bien connues et comprises à l'avance. Nous avons parlé des problèmes d'approvisionnement dans la région, qui dépendent des importations, mais aussi du fait que l'Iran dispose de centaines de milliers de drones et de missiles. J'ai entendu un expert occidental dire qu'il pouvait pratiquement créer un tapis roulant permanent de drones et de missiles dirigés contre Israël, capable de fonctionner sans interruption pendant 2 ans. C'est à cela que tu fais face. Et ce n'est pas comme s'il y avait un seul endroit que tu pourrais faire exploser, l'entrepôt, et désarmer l'Iran. C'est réparti dans tout le pays. Ce pays a la taille de l'Europe. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas Israël. Et vous savez déjà que vous avez du mal à approvisionner vos navires, que le moral de vos troupes est bas, qu'il y a des actes d'auto-sabotage, des soldats qui endommagent le matériel parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. C'est tout simplement incompréhensible qu'ils aient poursuivi dans cette voie. J'espère qu'un jour, nous saurons pourquoi, comment et qui était derrière tout cela. Je ne pense pas que Trump ait vraiment voulu faire ça. Je crois qu'il a été, d'une manière ou d'une autre, manœuvré pour le faire. Comment et pourquoi, je ne peux même pas l'imaginer. Mais au final, cela n'a pas d'importance non plus. Vous savez, c'est lui le commandant en chef, c'est là que la responsabilité s'arrête. C'est désormais son affaire. Et je pense que cela ne va pas seulement ruiner sa présidence,
mais aussi ternir son héritage pour toujours. Not only ruin his presidency, it's going to tarnish his legacy forever. Ils ont commencé, Alex, ce n'est pas la première fois. Ils ont déclenché la guerre en Ukraine, puis ont fait intervenir l'ensemble de l'OTAN, toutes les forces réunies. On dirait qu'on en arrive encore au même point, toute l'OTAN, parce que c'était les Russes. Quand on écoute les Russes en parler, ils disent que l'OTAN a maintenant commencé à attaquer l'Iran. Tu sais, avant de venir à ce podcast, avant d'être en direct, nous avons appris que la France a déployé une force multidomaine au Moyen-Orient. Leur système de défense aérienne fonctionne conjointement avec les États-Unis et les Espagnols. Le gouvernement espagnol a déclaré jusqu'à présent que nous faisons ceci, nous faisons cela. Ils envoient, tu sais, leur système de défense aérienne à Chypre avec les Français. Et les États-Unis utilisent actuellement les bases françaises, car toutes les bases américaines au Moyen-Orient ont été détruites, et ils n'ont plus rien d'autre à utiliser. C'est pourquoi ils doivent compter sur les bases françaises. Je vois que la guerre est en train de s'intensifier, et je ne sais pas dans quelle mesure ces Européens, dans quelle mesure ils peuvent changer la conception même de la guerre, et à quel point ils sont capables de défendre, par exemple, Chypre ou Israël. Comme ils ont déjà été impliqués en Ukraine, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose pour lequel ils sont pleinement préparés. Alors, comment vois-tu cela? Comment vois-tu les Européens s'impliquer davantage dans le conflit? Je pense que les Européens n'ont pas le choix, dans le sens où ils doivent suivre le programme de conflit des États-Unis, de l'OTAN et d'Israël. Et cela leur donne l'occasion de ramener papa du froid. Maintenant, nous sommes tous ensemble. Maintenant, nous formons à nouveau une grande famille heureuse. Ils disposent tous d'atouts, d'armements et d'arsenaux capables de tout faire exploser, de frapper des cibles, et ainsi de suite. Vous savez, ils ont mobilisé des forces bien plus importantes contre l'Irak il y a une vingtaine d'années, 23 ans, presque jour pour jour. Ils ont tout fait sauter, pris le contrôle du gouvernement et installé un régime fantoche. Il ne s'est rien passé. Tu sais, ils ne contrôlent toujours pas l'Irak. Et ils ne sont là que par la force, cachés derrière les hauts murs de leur base militaire. Le gouvernement irakien a déjà à plusieurs reprises demandé le départ des troupes étrangères de son pays, ce qui signifie qu'elles n'y sont pas les bienvenues, et donc qu'elles seront forcément prises pour cible. Mais, tu sais, le problème dans tout ça, c'est que tu peux bien avoir des armes pour tirer et faire exploser des choses. Tes populations, elles, sont farouchement opposées à cette guerre. Tu n'as pas de mandat. Donc tu invites une révolution chez toi. Tu sais, il va y avoir des soulèvements sociaux en Europe à cause de ça. Je pense que toute cette affaire est, dans l'ensemble, une tragédie. Trump avait une formidable occasion et un immense mandat populaire pour changer les choses, et il a échoué. Ce n'est même plus une question de savoir s'il a commis une erreur. Il a échoué. Il s'est même rendu passible de destitution. S'il perd les élections de mi-mandat, il sera destitué, et ce ne sera pas l'un de ces procès de destitution improbables et sans effet. Celui-ci sera imparable. C'est fini pour lui. Et les Européens connaissent les Européens. Cela ne change pas grand-chose. Ils ont décidé d'aller au cimetière des empires, et je pense qu'ils seront vaincus. Alex, vois-tu la possibilité d'une escalade où la Russie s'impliquerait d'une manière ou d'une autre? Parce que jusqu'à présent, les Russes disent que l'Iran ne leur a encore rien demandé, aucune aide, de quelque nature que ce soit. Comment vois-tu la Russie et la Chine à mesure que la guerre se poursuit?
Eh bien, je pense que la Russie soutient pleinement l'Iran, son gouvernement actuel, et ne souhaite pas de changement de régime. J'en suis certain, et je pense qu'il existe un partenariat très fort et amical entre les deux pays, qui a même été consacré par un traité. Mais il y a deux problèmes. Dans la mesure où le régime iranien pourrait tomber, si vous leur fournissez vos armes les plus avancées, vous devez y envoyer des troupes avec. Et l'une des fonctions importantes de ces troupes serait de tout détruire si le gouvernement de Téhéran venait à tomber. Car si vous ne le faites pas, tous ces systèmes tomberont entre les mains de vos ennemis. Voilà donc un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la Russie a déjà les mains pleines avec l'Ukraine et qu'il s'agit d'une guerre qui pourrait elle-même s'étendre, car à mesure que la défaite finale de l'Ukraine se rapproche, les Européens deviennent de plus en plus désespérés et enclins à l'escalade. Les Russes ont donc dû porter la taille de leur armée à 2,5 millions d'hommes. Ils ont dû rappeler des troupes supplémentaires, dont environ 1,5 million de soldats de combat. C'est à peu près le double de ce qu'ils ont en Ukraine, ce qui signifie que les Russes perçoivent un risque élevé d'élargissement et d'escalade de cette guerre en un conflit général entre la Russie et l'Europe occidentale. Bien sûr, les Russes peuvent agir par excès de prudence. On se prépare à quelque chose que l'on espère ne jamais voir arriver. Mais en même temps, cela signifie qu'ils feront très attention à ne pas se surmener en s'engageant trop auprès de l'Iran. Et les Iraniens eux-mêmes veulent probablement défendre leur indépendance. Autrement dit, si vous remportez une guerre grâce à un partenaire extérieur, ce partenaire pourrait ensuite s'attendre à certaines concessions. Et l'Iran pourrait vouloir défendre son indépendance et dire non, nous dirigerons notre pays comme nous l'entendons. Nous établirons des partenariats, des alliances et des accords avec qui nous voulons, sur la base que nous choisissons. Donc, merci beaucoup, mais nous ferons de notre mieux pour nous défendre seuls. Je pense que l'Iran est suffisamment fort. Autant que je puisse en juger, sa grande faiblesse réside dans la défense aérienne, car il me semble que l'Iran subit réellement des frappes de la part des Israéliens et des Américains, d'avions qu'ils devraient être capables d'abattre, mais pour une raison quelconque, il semble qu'ils en abattent très peu. Je pense, Alex, qu'en ce qui concerne l'Iran et la manière dont ils perçoivent la guerre, ils ont connu cette guerre dans les années 80 contre l'Irak. Et ils savent quelle est la nature d'une guerre et comment elle s'intensifie. À cette époque, tous les Européens, ainsi que les États-Unis, l'Union soviétique et même la Chine, soutenaient l'Irak dans la guerre contre l'Iran. L'Iran n'est plus dans la même situation aujourd'hui. Je pense que la principale question en ce moment, Alex, est de savoir à quel point l'État islamique est capable. Supposons qu'il soit en mesure de viser ce qu'ils veulent en Iran avec des avions de chasse. Alors, quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Qu'est-ce qu'ils accomplissent en utilisant ces avions de chasse en Iran? Je dirais qu'ils n'accomplissent rien. Ils ne peuvent pas remporter la victoire contre l'Iran. C'est pourquoi ils demandent aux groupes terroristes kurdes d'intervenir, vous savez, 10 000, peut-être plus, pour s'engager d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Mais les forces terrestres iraniennes, je dirais, avec l'armée, les gardiens de la Révolution et toutes les différentes factions réunies, comptent plus de 2 millions de soldats. Sur leur propre terrain. Oui, exactement. Il n'y a aucune possibilité pour ces Kurdes. Ils vont être jetés dans un hachoir à viande. Ils vont être massacrés. Et c'est là, à mon avis, le problème du côté des États-Unis. Car avec cette campagne aérienne, ils ne peuvent pas remporter la victoire. Et l'Iran
avec le temps, va frapper Israël plus durement. Ils ont les moyens d'attaquer Israël. Mais la véritable question, à mon avis, c'est la durabilité de la guerre en ce moment. Yeah, exactly. Oui, exactement. Apparemment, il y a un professeur de l'Université de Chicago qui a consacré sa carrière à étudier précisément ces questions, les campagnes militaires visant un changement de régime. D'après lui, il a lui-même planifié certaines de ces campagnes par le passé, y compris la sélection des cibles et tout le reste. Et il affirme que, dans l'histoire centenaire qu'il a analysée, aucun changement de régime n'a réussi sans troupes au sol, c'est-à-dire uniquement avec des attaques aériennes. Donc le fait qu'ils aient lancé cette opération sans préparer de troupes terrestres pour une invasion de l'Iran me fait penser que c'était vraiment un pari. Nous bombardons, et puis, vous savez, avec un peu de chance, le régime iranien tombe. Mais maintenant, quand ils se rendent compte que le régime n'est pas tombé, ils se disent « D'accord, pour réussir, il nous faut des troupes au sol ». Alors ils ont commencé à mobiliser les Kurdes et les Azéris et ils leur tordent littéralement le bras, les forçant, les contraignant à aller se battre pour leur guerre. Mais il semble que les Kurdes soient très réticents et que l'Azerbaïdjan soit très faible, vous savez, parce qu'économiquement, ils dépendent de l'Iran et de la Russie. L'Azerbaïdjan a essentiellement deux exportations, le pétrole et le gaz, et les produits agricoles. Et je pense que 80 ou 90% de leurs produits agricoles partent vers la Russie. Et donc, il y a quelques mois, lorsque l'Azerbaïdjan a commencé à provoquer la Russie et l'Iran, les Russes ont essentiellement dit « Très bien, devine quoi? Tu vois ton oléoduc qui passe sur le territoire russe? Nous allons le fermer. Et nous allons aussi fermer nos marchés à tes produits agricoles. » Alors Aliyev a dû retourner voir Poutine et dire « S'il te plaît, ne fais pas ça, je vais être gentil à partir de maintenant. » Et ils ont, tu sais, arrangé la situation. Mais il a été très facile pour Poutine de ramener l'Azerbaïdjan à l'ordre. Donc le fait que maintenant les Américains et les Israéliens essayent de pousser l'Azerbaïdjan à entrer en Iran pour détacher, tu sais, le nord-ouest de l'Azerbaïdjan de l'Iran, est un autre signe de faiblesse, car je pense qu'il est très très peu probable que cela réussisse. S'ils parviennent à mobiliser les Kurdes, ils vont avoir un énorme problème avec la Turquie. Tu sais, est-ce que la Turquie, la deuxième armée la plus importante de l'OTAN, va soudainement devenir un ennemi? C'est vraiment une boîte de Pandore. Nima, pour toutes ces raisons dont nous parlons. Et tout cela était parfaitement clair avant le 28 février. J'étais convaincu que personne ne pouvait être aussi stupide. Ils n'attaqueront pas l'Iran. Il y a tout simplement trop de choses qui peuvent mal tourner et qui vont mal tourner. Donc ce n'est pas possible. Ils ne le feront pas, mais ils l'ont fait. Et je pense que cette tentative de mobiliser une invasion terrestre par des forces supplétives qui sont elles-mêmes réticentes et trop faibles n'aura pas lieu. Ou si cela arrive, comme tu l'as dit, ils vont simplement se faire massacrer. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils avaient en tête. Honnêtement, Nima, je ne peux tout simplement pas imaginer ce qu'ils pensaient, si ce n'est que cette décision leur a été imposée d'une manière ou d'une autre. Nous devrions comprendre comment et par qui. Ils ont avancé en espérant le meilleur, mais c'est un pari. C'est une chose de parier sur une affaire immobilière. Si cela tourne mal, on perd de l'argent. Mais on ne peut pas parier sur des choses comme celle-ci, car les conséquences demeurent. Elles changent le cours du développement du monde, de l'humanité, des alliances. Comment vas-tu négocier avec qui que ce soit après ça? C'est une tragédie pour le peuple des États-Unis qui a voté pour Trump parce qu'il avait promis un changement de cap et qui s'est retrouvé trahi d'une manière très déshonorante par-dessus le marché.
on top of it all. Je pense que le chaos qui règne au Moyen-Orient crée beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent aggraver encore ce chaos, ce qui, d'une certaine manière, correspondrait à l'agenda de Netanyahou, car il n'aime aucun de ces pays de la région. Il veut qu'ils soient tous, vous savez, pauvres et désintégrés, subissant la souffrance. Je ne vois pas, et voici ce que vous savez, Tucker Carlson a rapporté. C'est assez incroyable de voir que l'Iran attaque des bases américaines dans les États arabes. Et qu'en même temps, on voit le Mossad israélien essayer de faire quelque chose dans ces mêmes États. Voici ce que Tucker Carlson a dit. Cela n'a pas été rapporté, mais c'est un fait que la nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats dans ces pays. C'est étrange, cela n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens planifieraient-ils des attentats dans deux pays du Golfe également attaqués par l'Iran? Ne sont-ils pas du même côté? Non. Israël veut nuire à l'Iran, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie Saoudite, Et ils ont réussi. Exactly. And not only that. Oui, exactement. Exactement. Et non seulement cela, mais tu sais, les Israéliens ont déjà dit qu'après l'Iran, la prochaine cible serait la Turquie. Et ils ont aussi dit qu'ils s'en prendraient au Pakistan, parce que le Pakistan est un pays musulman et qu'il possède des armes nucléaires. Donc tu vois, la théocratie fanatique, et je ne parle pas de l'Iran, je parle d'Israël, d'accord? La théocratie fanatique perçoit le monde comme un danger existentiel pour elle-même. Et donc, dans leur esprit, ils doivent tout réduire en cendres pour se sentir en sécurité. Mais ensuite, tu sais, le problème, c'est que plus ils réduisent le monde en cendres, plus ils finissent par atteindre la prochaine population qui n'est pas la leur. Et là, ils se disent « Oh, je ferais mieux de les tuer avant qu'ils ne me tuent, parce qu'ils pourraient le faire. » Et donc, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que quelqu'un finisse par y mettre un terme et les oblige à se ressaisir et à venir à la table des négociations. Et je pense qu'ils ont maintenant rendu ce dénouement inévitable, parce que je crois qu'ils sont en train d'être vaincus par l'Iran. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Rien que les États-Unis puissent faire. Rien que l'OTAN puisse faire. Et j'entends déjà des voix venant d'Israël. Vous savez, l'ancien, j'ai oublié son nom, l'ancien chef du renseignement israélien, qui a dit « J'ai peur que nous nous dirigions vers une défaite stratégique d'Israël », ce qui veut dire en somme que c'est fini, que tout est perdu et que vous êtes entouré de populations très hostiles, des centaines de millions d'entre elles. Ce qui signifie que votre choix sera d'adopter une solution à un seul État pour résoudre le problème de votre existence. Dans cet État unique, il faudra accorder des droits égaux aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens. Ce qui veut dire que les Juifs deviendront l'un des trois peuples constitutifs de ce nouvel Israël, ou, plus probablement, qu'il reprendra son ancien nom de Palestine. Et cela signifie que beaucoup de gens devront partir, et que seuls ceux qui ont conservé leur humanité, ceux qui ne voient pas de monstres chez les autres, seront capables et disposés à rester. Et je pense que, malgré toute la douleur et le sang versé que cela provoque en ce moment, c'est encore quelque chose dont on peut se réjouir, car cette région a besoin de paix. Eh bien, le monde entier a besoin de paix. Mais vous savez, la souffrance du peuple palestinien, du peuple yéménite, du peuple libanais, du peuple syrien, du peuple jordanien, et même, en fin de compte, du peuple israélien, parce que toute cette situation les a rendus enragés et hystériques. C'est comme une maladie mentale qu'il faut endormir.
Et donc, malheureusement, vous savez peut-être que nous vivons l'une de ces périodes bibliques de fin des temps. Mais, vous savez, la fin des temps ne signifie pas que le monde se termine. Cela signifie qu'un système se termine. Et moi, vous savez, avant de conclure, Nima, je dois dire que beaucoup de personnes qui soutiennent cette guerre contre l'Iran ou qui hésitent, qui ne savent pas trop ce qu'elles en pensent, je constate qu'elles ont souvent cette opinion parce qu'elles perçoivent le régime iranien comme un régime très sombre, médiéval et répressif. Vous savez, ces gens ne s'habillent pas comme nous. Ils ont une apparence différente. Ils parlent différemment. Donc je conseillerais aux gens d'écouter ce qu'ils disent. Donald Trump, à sa honte, après avoir tué le général Qassem Soleimani, a déclaré qu'il était l'une des personnes les plus maléfiques de l'histoire. C'est impardonnable. That's unforgivable. But some people, because he looks different, Mais certaines personnes, vous savez, parce qu'il a une apparence différente, c'est un mollah. they believe it. Elles le croient sans se poser de questions, sans vraiment savoir. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Internet. Écoutez certains de ses discours, comprenez qui il était, puis décidez par vous-même si vous pensez qu'il était malfaisant ou non. Mais vous savez, vous pouvez comparer les mots qu'il a prononcés avec ceux de Trump, de Pete Hegseth, de Randy Fine, de Benjamin Netanyahu, de Ben Gvir. Et ensuite, vous pouvez décider qui est malfaisant et qui ne l'est pas. Mais il faut que nous retrouvions notre lucidité. Nous devons faire preuve d'un discernement très aiguisé. Sinon, sans discernement, nous redevenons des croisés enragés. Et écoutez le langage. Ce langage de primitivisme irrationnel revient, et beaucoup de gens l'applaudissent. Et cela ne mène nulle part de bon. We're applauding it. And this doesn't lead anywhere good. Yeah, exactly. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Great pleasure. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi, Nima. Prière pour le peuple iranien et pour toute la région. Iran and the whole region. Yeah, sure. Thank you. Oui, bien sûr, merci. À bientôt, Alex.